Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Calu Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. Chapitre 7. Dans un gémissement, Draco se libère dans sa main et sur son ventre. Allongé sur son lit, dans le confinement des rideaux du baldaquin, il se sent vaincu. C'est pathétique. Non, passer pour un idiot devant Potter et Londubat, c'était pathétique. Ça, c'est bien au-delà du pathétique. Il s'est fait plaisir pas moins de 7 fois en pensant à elle. 7 fois. D'habitude, il ne le fait même pas autant dans une semaine entière. Il jette un sort de nettoyage et se recompose, défroissant ses vêtements. Il sait qu'il devrait descendre dans la salle commune, mais impossible de faire obéir ses membres. Pas besoin de le nier, hier il a expérimenté l'orgasme de sa vie, et les 7 d'aujourd'hui n'avaient rien à voir. De toutes les personnes envisageables, il a fallu que ça tombe sur Ginevra Weasley. Au début, il a pensé qu'il rêvait lorsqu'il est revenu à lui dans cette pièce. Il est resté à l'ouest pendant tellement longtemps qu'il ne l'a pas vu partir. Néanmoins, les traces de rouge à lèvres étaient une preuve évidente du contraire. Oh, il sait très bien de quoi il retourne. Toute la journée, le détail sordide de sa rupture avec Corner a été le sujet numéro 1 des potins. La fille était sur le point de se déclarer, et il a été l'heureux vénard qui a croisé son chemin. C'était sa première fois. Il réalise soudainement, si ce qu'il a entendu est véridique, Corner ne l'a jamais touché. Un petit sourire flérit sur ses lèvres. Cette espèce d'abruti ne saura jamais ce qu'il a perdu. Draco se masse l'arête du nez en soupirant. Les faits demeurent inchangés, à savoir que cette expérience s'est révélée non seulement époustouflante côté sexe, mais aussi une illumination. Sa soi-disant réputation n'est basée que sur des rumeurs. Il partage un contrat de fiançailles avec Pansy depuis qu'il est enfant, et un sens de l'honneur l'a toujours empêché de chercher du plaisir ailleurs. Même avec Pansy, ils ne se sont tripotés que 2 fois. Il n'a pas aimé tant que ça, et en a conclu que ça ne valait pas la peine d'avoir des ennuis. Maintenant, il sait. Il a compris à quoi ressemble une fille qui a pris du plaisir. Il l'a senti, y a goûté, et peut affirmer sans doute possible que les 2 fois, Pansy a simulé son orgasme. En retour, elle l'a juste sucé, ni plus, ni moins. Et peu importe qu'elle ne cesse de s'offrir à lui, elle ne lui désire pas vraiment. Tout ce qu'elle veut, c'est mon argent et mon standing. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit allée voir ailleurs. Il reconnaît qu'il a été stupide de croire qu'elle l'aimait bien. C'est l'une des raisons pour laquelle il lui est resté fidèle si longtemps. Jusqu'à ce qu'une sirène aux cheveux roux ne surgisse de nulle part et lui prouve ce que signifie donner et recevoir du plaisir. Il sourit en se souvenant de la rougeur sur ce visage encadré par un halo de boucles rousses, après qu'elle ait crié son nom. C'est la plus belle chose qu'il ait vue de toute sa vie, quoique l'avoir lui donné du plaisir et aimer le faire ne soit pas loin derrière. Son membre tressaute encore, le faisant grogner et mettre l'oreiller sur son visage. Ça ne va pas le faire, pas du tout. Mais que va-t-il faire? Il retire l'oreiller et fixe la voûte au-dessus de son lit. Il doit se débarrasser de Pansy, c'est une certitude. Pas moyen qu'il se marie avec une gourgandine qui n'en veut qu'à son or, et ce, peu importe ce que son père a arrangé pour lui. Et c'est bien là le fond du problème.
Une fois de plus, les paroles de Potter se répètent dans sa tête, tout comme celles de Severus. Il sait que ces deux-là cherchent à lui faire comprendre quelque chose. Il n'est pas stupide quand même. Et pourtant, il a toujours été tellement fier de ses parents, et en retour a toujours essayé de les rendre fiers de lui, surtout son père, de combler leurs attentes, comme celles de ses pères. En outre, il est fier d'être un Malfoy, d'être l'héritier de cette famille. On lui a appris depuis l'enfance les principes qui distinguent sa famille et doit reconnaître qu'en grandissant, les mots et les actions de son père n'ont pas toujours été en adéquation avec ces principes. Par conséquent, ils sont souvent allés dans des directions complètement opposées. Il réalise que c'est là qu'ont divergé les intérêts de son père et les siens, ainsi que ceux de la famille Malfoy. Son père veut qu'il promette fidélité au Seigneur des Ténèbres et prenne la marque, insistant encore et encore sur l'honneur et les bénéfices qu'il pourrait en retirer. Lorsqu'il était plus jeune, Draco y a cru. Aujourd'hui, il voit bien que les choix de son père n'ont apporté que des dommages et le déshonneur, et ce qu'il a dit à Potter 2 jours plus tôt importe peu. Il préférerait ne pas revoir son père avant longtemps. En plus de ça, Severus a laissé pendant des années suffisamment d'indices pour lui faire comprendre que servir le Seigneur des Ténèbres ne correspond pas à ce que Draco aspire, et de ce point de vue, il est enclin à croire son parrain. Un Malfoy devrait chercher à établir sa puissance par lui-même, plutôt que de récolter des miettes laissées par les autres. Draco serre les poings de colère. Son père a disgracié leur clan, et c'est maintenant à lui qu'il incombe de redorer le blason familial. Et il y arrivera, c'est son devoir. Il se déballonne un peu, conscient qu'il sera seul. Non, pas complètement. Severus sera à ses côtés, surtout dans ce genre de démarche. Il en est convaincu, mais lâche néanmoins un soupir. Son parrain n'est toutefois pas suffisant. Il a besoin d'autres alliés. Et pas question qu'il rejoigne Dumbledore, il n'est pas assez désespéré. Une image de Potter et de Londubat le regardant impassible passe dans sa tête. Ne sous-estime pas la puissance de Potter, lui a dit Severus. Eh bien, au moins ça vaut le coup d'y regarder de plus près. Et il y a toujours le problème Pansy. Objectivement, il n'a aucune idée du pourquoi son père l'a choisie, elle. Les Parkinson ne sont ni très riches, ni très influents, et Pansy n'est ni une beauté, ni dotée d'une grande puissance magique. Du chantage ? C'est une possibilité, mais malheureusement, ce ne sera pas facile. Le contrat que ses parents ont conclu avec ceux des parents de Pansy est magique. Autrement dit, il s'appliquera de force dès qu'il aura atteint ses 17 ans et ne pourra être rompu. La seule alternative serait qu'il ait en conclu un autre avant sa majorité, plus contraignant, ce qui invaliderait le précédent. Revendiquer le sang d'une vierge suffirait amplement, et c'est très simple à mettre en œuvre. La seule chose à faire est de trouver une fiancée consentante. Un beau visage rosy auréolé de cheveux roux traverse son esprit, faisant se dresser son membre. Eh bien, on dirait que le petit Draco a déjà sa préférence. « C'est une Weasley !» Il a envie de le crier, mais se retient. Il ne va pas converser avec son propre membre, merci bien. Il se dit qu'il n'y a pas d'urgence. Son 17e anniversaire est dans plus de 11 mois, ce qui lui laisse largement le temps de réfléchir à ses options. Depuis le déjeuner, Harry se planque à la bibliothèque et ça lui est d'autant plus facile que la seule autre présence réside dans un couple de cerfs d'aigle et que Ron est collé pour avoir frappé Michael Corner au petit déjeuner. Ayant dormi jusqu'à 11 heures, il est déçu d'avoir manqué ça. Ginny, quant à elle, semblait bien prendre les choses. Il soupçonne d'ailleurs qu'elle a déjà tourné la page, ou alors, avant ça,
Allez savoir. Ce ne sont pas ses affaires, alors il s'abstient de commenter. Aujourd'hui, il a reçu plusieurs lettres, une grosse enveloppe en provenance de Gringotts, qu'il a été content que personne n'ait remarqué, surtout Ron, et qui contenait un dossier renfermant la liste de ses biens et l'arbre généalogique de sa famille. Finalement, on ne parle pas de 3 millions, seulement d'un peu plus de 2. Il trouve néanmoins cela ironique d'avoir revêtu presque toute sa vie des haillons et travaillé comme un elfe de maison, alors qu'il en a 63 à son service. Les possessions de la famille Black ne sont pas encore incluses et ne le seront qu'après la lecture du testament de Sirius. L'arbre généalogique s'est révélé fascinant. Harry est persuadé que pas une famille sorcière d'Angleterre ne soit pas mentionnée dessus. Il a été ravi de découvrir que son prénom avait sûrement été choisi pour faire honneur au grand-père de son père, Harold Rufus Potter. La seconde lettre émanait de Madame Londubat, avec une recommandation d'un monsieur, Lavenius Garner, de chez Garner et Briggs. Après avoir écrit une courte note de remerciement à son attention, Harry a passé la majeure partie du temps à établir sa requête. Aussi incroyable que cela paraisse, il existe une façon de l'écrire bien spécifique, comme lui a heureusement expliqué Neville. Il l'a trouvée dans le guide des formalités et des formulaires, dans la section étiquette, et s'est ainsi évité beaucoup d'embarras. Le troisième s'avère être une invitation de la part de sa responsable de maison à se présenter dans le bureau du directeur après le dîner. Il ne sait pas trop quoi en faire, mais suppose que Dumbledore veut l'informer des arrangements pris pour cet été. Voilà pourquoi il n'y porte pas plus d'intérêt. À l'opposé, il estime que sa liste de choses à faire mérite d'être revue. Ce d'autant qu'il a fait quelques progrès depuis qu'il l'a écrite. Il reporte donc les points restants à faire sur un nouveau parchemin, y ajoute quelques autres, et va jusqu'à les classer en été et l'an prochain. Satisfait de ce qu'il a accompli, il détruit l'ancienne et se dirige vers la volière. C'est presque l'heure de manger. Ses plans pour l'été consistent principalement à réviser, vu qu'il n'y aura pas grand-chose d'autre à faire. Il doute qu'on lui permette de quitter la maison, même s'il a trouvé un moyen infaillible de ne pas avoir les Dursley sur le dos. Avec ou sans son premier cercle, la menace de Voldemort est désormais plus tangible que jamais, et il préférerait ne pas pousser sa chance. Suivant les conseils d'Hermione, il s'est inscrit pour recevoir la Gazette du Sorcier et le Chicaneur, afin de rester informé. Quoique, pour le dernier, il s'agisse plus de son propre amusement qu'autre chose. Merci Merlin, Hermione est toujours alitée à cause de sa blessure, sinon elle lui aurait déjà établi un planning d'études avant la fin du festin de fin d'année. Théodore est heureux de recevoir enfin la confirmation du ministère. Il commençait à s'inquiéter dans la mesure où il s'en va après-demain et que l'idée de passer son été dans un orphelinat moldu ne le tentait pas plus que ça, surtout considérant les plans qu'il a mis des heures à finaliser et préparer. Il sourit rêveusement. Il va briser les chaînes qui le retiennent une bonne fois pour toutes et, au passage, venger sa douce Hermione. « Ça va être bien !» ricane-t-il. « Ils ne comprendront pas ce qui va les frapper. » Et tant pis si son Hermione n'est pas au courant. Il lui a promis, et il tiendra sa promesse, même si c'est la dernière chose qu'il fait de sa vie. Cela dit, il ne pense pas qu'il en arriverait à cette extrémité, dans la mesure où il a soigneusement envisagé toutes les éventualités. Si les choses échappent à son contrôle, il pourra recourir à la force brute et plaider après coup la légitime défense. Il doute que les aurores lui posent trop de questions. Un bon mange-mort est un mange-mort mort, n'est-ce pas? Il sourit en se frottant les mains. Après quoi, il se lève et se dirige vers les toilettes, se souvenant brusquement de quelque chose. Ce soir, il a prévu de faire une dernière visite à Hermione,
et il n'est pas question qu'il s'y rende les mains vides. Heureusement qu'il reste assez de temps avant le couvre-feu. Dumbledore est assis dans son fauteuil derrière son bureau, en train de regarder Severus et Minerva se prendre la tête au sujet d'Harry, comme ils en ont l'habitude. Minerva est toujours fâchée après lui. Aussi, il garde pour lui son amusement, patientant que le sujet en question fasse son entrée. À 6h30, la gargouille l'informe de l'arrivée d'Harry, et la confirmation vient avec les coups frappés sur la porte. « Entrez !» Harry entre, en les saluant. Il a l'air mieux que ce à quoi s'attendait Dumbledore. Les portraits lui ont indiqué qu'il est encore en train de faire son deuil, s'isolant de ses amis au moment des repas. « Entre et assis-toi, mon garçon. » Il désigne une chaise vide entre les deux professeurs. « Du thé ? Un bonbon au citron ?»« Non, merci, monsieur. » Harry semble ennuyé. Qu'est-ce qu'ils ont tous contre ces confiseries adorées? Il ricagne pour lui-même, en prenant un. « Bien, Harry, comme tu t'en doutes déjà, je t'ai fait appeler pour parler de ton placement cet été. Comme d'habitude, tu vas devoir retourner chez les Dursley, même si ce n'est que pour un mois. » Harry se contenta de hocher la tête, clairement désintéressé, et regarde ailleurs. Dumbledore fronce les sourcils. Il était persuadé d'obtenir des protestations véhémentes. Il poursuit tout de même. « Le jour de ton anniversaire, je viendrai personnellement te récupérer pour minimiser le risque d'une attaque surprise. Tu pourras passer le reste de l'été au Square Grimmauld. La plupart des Weasley y seront. » Il sourit avec bienveillance. Harry se tourne vers lui avec un regard confus. « Monsieur, n'est-ce pas risqué d'utiliser cette maison ?»« Non, mon garçon. Sirius a alloué cette maison à l'ordre pour les 50 prochaines années. Le contrat est toujours valide, même après sa mort, donc il n'y a rien à craindre. Créature a malheureusement dû être euthanasiée. Son comportement devenait hors de contrôle, au point de devenir dangereux. Madame Weasley m'a toutefois assuré qu'elle se débrouillerait. » Aucun commentaire, alors il poursuit. « La lecture du testament de Sirius se déroulera à 10h le vendredi 1er juin. Je t'accompagnerai à Gringotts à 9h30 le jour en question, et je te ramènerai dans ta famille après. » Harry hoche la tête. « Monsieur, je me demande depuis un moment, qu'est-il arrivé au testament de mes parents ?» Dumbledore parut surpris. Il semblerait que le garçon ait effectué quelques recherches. Ce n'est pas bon, bien sûr, mais pas assez sérieux pour qu'il s'en préoccupe. « Oh, ils ont été lus 2 semaines après leur mort. Comme requis par la loi, te laissant pratiquement tout, » explique-t-il au garçon. « Hélas, étant donné que tes tuteurs désignés, ton parrain Sirius et ta marraine Mary McDonald, étaient respectivement en prison et décédés, la tutelle est revenue aux derniers proches encore en vie, à savoir ta tante Pétunia Dursley. Pourrais-je aussi y jeter un œil lorsque nous irons à Gringotts la semaine prochaine ?» Dans sa tête, il vient de maudire le garçon et son insistance en 6 langues différentes. Et pourrait jurer avoir vu une once d'amusement dans les yeux de Severus. Il aimerait bien mentir à Harry, mais avec Minerva assise face à lui, il ne peut pas y échapper. « Mais bien sûr, je vais arranger cela pour après la lecture de celui de Sirius, » réussit-il à dire avec un sourire. « Il y a autre chose dont je dois te parler, Harry. » Aussitôt, il change son attitude pour afficher un léger désappointement. « Il est venu à mon attention que tu souhaitais poursuivre la Gazette du Sorcier et obtenir une indemnisation. » Cependant, son changement d'attitude glisse sur le garçon dont le visage s'allume alors qu'il hoche la tête. « Oui, j'ai déjà contacté un avocat. »« Vraiment ?» Dumbledore remue sur sa chaise, visiblement inquiet. Cette fois, il voit parfaitement la lueur dans les yeux de Severus, mais aussi dans ceux de Minerva. « Puis-je te demander qui ?»« Maître Garner, de chez Garner et Briggs. J'ai entendu dire que c'était le meilleur pour ce genre de choses. » L'informe Harry sur un ton
tout innocent. Dumbledore constate qu'il lui est difficile de savoir s'il devrait l'étrangler ou le complimenter. Le garçon poursuit néanmoins. « Pouvez-vous me dire combien prend un avocat, monsieur, afin que je puisse estimer le coût ?» Il est sur le point d'ouvrir la bouche pour dire à ce foutu gamin que c'est plus que ce qu'il ne pourrait se permettre, mais il se fait battre par Sévérus. 5 galions par semaine, plus les frais de justice et de l'avocat, énonce-t-il d'une voix traînante. Il est aussi d'usage de verser 5% de la somme obtenue en compensation. « Merci, monsieur », répliqua Harry sur un ton neutre, puis il se tourne vers Dumbledore comme s'il s'attendait à une tape sur la tête. Dumbledore exulte à l'intérieur, mais continue de feindre son sourire de grand-père de façon plutôt convaincante. « Ce sera tout, mon garçon, tu peux y aller. » Harry se lève en souriant poliment, fait ses adieux et disparaît par la porte. Après avoir congédié Minerva et Sévérus, il lâche un soupir de frustration, se résignant au fait qu'il ne peut plus agir. Il a déjà puni Sévérus, et de son point de vue, Harry n'a commis aucune erreur. Cependant, à l'avenir, il faudra le surveiller. Il a grandi, et aujourd'hui n'est plus aussi prévisible. En attendant, ça ne sert à rien de pleurer pour un peu de lait renversé, surtout que cela n'a pas de conséquences dommageables. Non, ce qui le préoccupe davantage, c'est d'avoir desserré la laisse. Heureusement, ce n'est rien qui ne puisse être corrigé si cela s'avère nécessaire, ce dont il doute sincèrement. Inquiétude mise à part, le directeur reprend sa paperasserie. Il est un homme bien trop occupé pour perdre son temps pour des possibilités improbables. Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. N'hésitez pas à consulter la suite. À très bientôt dans le prochain chapitre.